Donc, bienvenue pour ce 5e numéro de Rétrocase. Ce soir, ça va être un spécial Pat Labar. Tout d'abord, nos invités. Bonsoir Philippe, Binel, qui est un journaliste, notamment de Animoscope, qu'on avait reçu lors d'Apérotac il y a quelques semaines. Donc, je suis heureux de t'accueillir pour cette émission spéciale Pat Labar et j'espère que c'est pareil pour toi, sinon tu serais pas là, je pense. Et oui, tout le plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation. Ouais, voilà, j'avais rien à foutre, c'est confiné, on peut pas aller sortir et s'éclater, donc bon. Oui, c'est vrai en plus, vous êtes confinés. Oh, ça fait plaisir. C'est vrai. Puis la thématique est plutôt sympathique, donc. Je fais toujours les choses. On va s'amuser correctement. Ouais. Et bonsoir. Vous allez dire, mais attention, il fait partie de l'émission maintenant parce que vous l'avez vu le mois dernier. Guillaume Lopez, alias Okutono Run sur YouTube, le spécialiste de Ken Survivant. Voilà, qui est parmi nous avec nous pour encore ce spécial Pat Labar. Mais oui, il n'y a pas que Ken dans la vie, il y a aussi des robots. Évidemment. Donc, bonsoir à toi Guillaume, comment vas-tu ? Bonsoir à tous, ça va super bien. Je suis content d'être avec vous ce soir et pour parler d'autre chose que Okuto no Ken. Donc c'est bien aussi, c'est très bien aussi. Eh ben écoute, on est ravis de t'accueillir. Donc on va surtout parler de l'auteur. Évidemment, Pat Labar, ça part d'un homme qui n'est autre que Masami Yuki. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'auteur ? Que c'est peut-être pas forcément que lui. Il y a un groupe d'artistes qui a travaillé principalement sur l'animé Juliette Je t'aime, Maison Ikoku, qui est un fabuleux animé. Même maintenant, il n'a pas vieilli, c'est techniquement excellent. Avec notamment aussi le réalisateur Mamoru Oshii, qui avait travaillé auparavant sur l'animé Lamu. Donc 2 animés de la mangaka Rumiko Takahashi. C'est pourquoi, quand on y reviendra, il y a du Slice of Life énormément dans Pat Labar, parce que c'est 2 animés de Slice of Life. C'est un groupe qui est... En fait, Pat Labar n'appartient à personne et appartient à eux tous. Ça a été créé par eux tous parce que ce collectif, donc Headgear, a cette particularité qui est assez fabuleuse, c'est que toutes les personnes ont un rôle bien défini et différent. C'est-à-dire que tu as Masami, donc Yuki, qui est le mangaka, tu as Akimi Takada qui va faire le chara design, donc le mangaka va se baser sur le chara design, tu as les mechas de Izubuchi, Yutaka Izubuchi, tu as donc le scénariste Kazunori Ito qui va être le scénariste attitré de Mamoru Oshii. Mamoru Oshii, bien sûr, à la mise en scène, et Kenji Kawai à la musique. Voilà. Alors, Oshii et Kawai arrivent un petit peu après, mais voilà, tout ça, c'est créé par ce groupe. Et c'est pour ça que, en fait, Pat Labar n'est pas en premier un manga, c'est en fait une œuvre médiamix. Et c'est peut-être l'une des principales, des premières qui se développe tout de suite sur plein de médias différents, c'est-à-dire qu'on a l'OAV, on a le manga la première année, après il y a la série qui arrive, une autre série d'OAV et le film animé de Oshii. Voilà. Donc en fait, tout ça s'est fait en même temps. Ouais, plus tard. Et bien plus tard du live, oui. Je crois qu'il y a 22 volumes en tout, et en France, on n'en a eu que 18. Exactement. 18 ou 19, oui, c'est ça. 18 tomes sur 22 de la part de l'éditeur Kabuto. 18 tomes sur 22 c'est tous alors. Du coup, c'est terrible, hein. C'est quand il y a que il y a pas tout en France, mais on est dans une période où il y a des rééditions de partout et ça serait bien pas de l'avoir en France en manga. Croise les doigts, quoi. Moi j'espère, hein. Justement, oui, ça serait bien qu'un éditeur s'y penche. Les mangas de mecha en France. C'est ça. Oui, le mecha en France, voilà, ça c'est. Oui. Alors ça, c'est peut-être des choses à changer parce qu'on disait aussi le Furio en France ne marche pas et Tokyo Revenger est un vrai succès. Oui. Donc de plus en plus, il faut compter sur cette communauté tous les réseaux sociaux, tous ceux qui commencent à porter les choses. Si on arrive à trouver des influenceurs qui peuvent parler de séries mythiques et importantes, comme Pat Labar, ça serait plutôt pas mal. T'en demandes beaucoup à ce genre d'influenceurs. Ça arrive progressivement. Regarde Old Anime qui édite tous les Gundam. Il y a encore 10 ans, c'était. On n'y aurait pas cru. Hein. De la science-fiction. D'ailleurs, c'est d'accord. Pour Takeda, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle reprenait des designs de Takahashi qui sont déjà à la base formidables et elle les transcendait, c'est-à-dire qu'elle avait un style, une graphique propre à elle. On reconnaît la patte
de Takeda. Oui. Elle arrive à rendre les dessins, je trouve, plus beaux que le manga lui-même. Ah, mais oui, je suis d'accord, c'est sûr. Et alors que c'est plutôt contraignant pour les animateurs d'avoir des dessins trop détaillés, trop complexes, voilà. Alors que ces personnages, ils sont vraiment pas épurés. Hein. Il y a beaucoup de reflets dans les yeux, dans les cheveux. Ouais. Quand on voit la position des personnages, parce qu'ils ont des gros joues, c'est vraiment le style de Takeda. Bon, de toute manière, ils avaient tous les gros joues dans les années 80-90, surtout 90. Et en fait, tous les personnages ont une corpulence vraiment très réaliste. En animation, ça marche, mais du tonnerre. Les OAV qui ont été produits en 88. qui sont sortis en même temps que le manga et Early Days. Les OAV donc ont été produits par le studio Dean, qui avait fait justement la deuxième partie de l'animé de Lamu, là où Mamoru Oshii n'était plus d'ailleurs. Il a réalisé la première partie de Lamu, et surtout, bien entendu, Maison Ikoku. Donc, on va dire que les poteaux là de Headgear, ils étaient bien dans ce studio. Et du coup, ces 7 épisodes-là ne sont jamais sortis en France, si je ne m'abuse, même pas à la télé, jamais vu. En VHS, non. Ils sont jamais sortis en France, et pourtant, ils sont excellents. Pas du tout comme, c'est pas du tout des productions comme on s'imagine Pat Labor maintenant, parce que la série animée qui va être faite 1 an plus tard est beaucoup plus dynamique, péchue, beaucoup plus de méca. Mamoru Oshii réalise les 6 premiers épisodes qui sont dans un optique oshien, c'est-à-dire qu'il va placer d'abord l'humain avant tout ce qui est robot, mais le robot va être une sorte de complémentarité, pour parler d'Evangélion, complémentarité justement à la vie humaine. Ça s'inscrit en fait dans ce qu'on appellera plus tard le Real Mecha, initié par Gundam. On a voilà, Gundam, c'est pas le Gundam qui est mis en avant, c'est plutôt l'humain et le robot est un outil. Voilà. Macross fait un peu un juste milieu, mais dans un délire beaucoup plus comment dire romantique, ouais. Voilà, avec de la musique et tout, surtout la musique. Ah oui. Et c'est vrai que en fait le mecha dans le Real Robot, c'est quelque chose de plus secondaire, mais en même temps c'est indispensable. Il faut vendre des jouets. Hein. Alors je vais parler de moi. Moi j'ai connu Mamoru Oshii grâce au premier volume de Manga Mania qui était Ghost in the Shell. Alors, à une époque où on est nourri au shonen, au Dragon Ball Z et qu'on aime bien la baston, c'est vrai que d'un coup tu mets Ghost in the Shell et là, waouh. Où est-ce que t'es tombé ? Où est-ce que t'es tombé ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce rythme ? Là, c'est pas la même chose. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est que ce rythme ? Et, Pourquoi et d'ailleurs, je vais pas mentir, quand j'étais plus jeune, Ghost in the Shell, je ne pouvais le voir qu'en 2 fois. Parce que c'était vraiment c'était dur hein, quand tu es habitué à voir des combats, notamment avec les films Dragon Ball Z. D'un coup, tu te retrouves avec quelqu'un qui change la donne et qui, bien sûr, te met dans une espèce d'ambiance et tu n'es pas habitué à ça. Aujourd'hui, je vous rassure, j'ai changé. Par exemple, aujourd'hui, je peux regarder Tenshin no Tamago 2-3 fois d'affilée sans bâiller. C'est pour dire que ça change. Mais surtout, dans cette même collection, donc, on avait les Pat Labor que je montrais tout à l'heure. Hein. Et là, Pat Labor, c'est un monsieur, c'est un nom. Là, on commence à se renseigner un petit peu qui est ce Mamoru Oshii. Quand on disait un rythme lent avec Ghost in the Shell, Pat Labor, il emboîte ça avec grand plaisir. Et ce sont avant tout des comme disait Philippe, des slice of life, je sais pas comment on dit, des tranches de vie. Voilà, mais aussi des enquêtes. L'enquête est souvent au centre de l'histoire. Et le père de Mamoru Oshii était enquêteur, en fait. Il était détective privé. Avant Pat Labor, il avait fait un OAV, le deuxième de Twilight Q, qui était une sorte de Twilight Zone en OAV. Et justement, ça parle d'un enquêteur, et c'est vrai que les enquêteurs sont le thème de l'enquête est récurrent chez Oshii. C'est un monsieur qui a rencontré des grands noms. Hein. On dirait pas comme ça, mais en fait, à une époque, tous les grands se connaissaient. Hein. On parlait tout à l'heure de Kenji Kawai, du scénariste, mais aussi de Shusuke Kaneko. Hein, je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est le mec qui a réalisé la trilogie des Gamera. C'est un mec, donc Mamoru Oshii, qui a commencé avec le studio Tatsunoko.
et qu'il a travaillé donc sur des Yatterman, et c'est rigolo parce qu'il y a Masami Suda chez Tatsunoko, donc je peux encore parler d'Hokuto no Ken. Et il a rencontré une autre personne chez Tatsunoko, parce que le chara designer de Yatterman, c'est un certain Amano. Ça vous dit quelque chose, le chara designer de Final Fantasy et de bien d'autres choses? Il travaille pas avec lui encore à cette époque-là. C'est un petit peu plus tard, quand il va fonder avec ses collègues un studio que tout le monde connaît, le studio Pierrot. Mais avant Pat Labor, il a fait des films live expérimentaux, un petit peu bizarres, et que je trouve formidable. The Red Spectacles. Alors si je vous dis Jinro, la Brigade des Loups. Oui. Vous voyez l'armure. Oui. Ouais. Voilà, mais c'est quelque chose qui était déjà présent dans ses propres films live, qui est The Red Spectacle dans les années 87. Et on retrouve donc dès son premier film ces symboles, ce côté humain, cette passion pour les armes et surtout la compassion pour les chiens abandonnés, dont le basset qu'on retrouve dans toutes ses œuvres. Si vous regardez un petit peu, il y a toujours un chien, que ça soit dans une marque sur un gobelet, que ça soit, il y a toujours le chien, le basset, qui est toujours là. Donc ces films-là font partie d'une saga des Panzer. Kerberos. Kerberos. Voilà, exactement. Et ce sont des films de genre, ce sont des films expérimentaux. Je le conseille à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté un peu lynchien, avec de la poésie japonaise, une enquête, de l'humour, c'est vraiment... Bon, tu me dis Lynch, c'est bon, hein, c'est bon. Moi, Mamoru Oshii, à la base, c'est un très grand fan de cinéma européen, notamment la Nouvelle Vague. Et il aime l'expérimentation. Donc du coup, l'animation est bien sûr un terrain très propice à l'expérimentation. Il va, comme dit Guillaume, mettre beaucoup d'humour. Donc Mamoru Oshii, il fait des trucs très sérieux, puis d'un coup, tu vois des personnages qui partent en vrille, ou alors il va carrément faire des gros délires en animation. Juste après Pat Labor, il va faire la série Gozenzo Sama, qui était un foutraque pas possible, qui est exceptionnel. C'est pas une série qui est sortie en France, mais c'est un théâtre filmé en animation. T'as jamais vu ça et tu le verras jamais derrière. Et c'est vraiment super. Oshii donc aime la Nouvelle Vague, le cinéma européen. S'il a tourné en Pologne, Avalon, c'est pas pour rien plus tard. Et quand il va réaliser ses films live, il en fait 3 avant, bien plus tard, Avalon. Justement, il va se doter de cet esprit un peu lancinant, de cette mise en scène très autorisante qu'on retrouve déjà dans ses films d'animation. Tenchi no Tamago, donc l'œuf de l'ange, auteur à fond avec Amano. Et en fait, Kerberos, c'est un manga que complètent les 2 films qui sont donc il y a Red Spectacles, comme dit Guillaume, et aussi Stray Dog. Qui est pour moi encore mieux, moins loufoque, plus ancré dans l'univers de Red Spectacle. C'est vraiment quelque chose d'hybride, pareil dans l'expérimentation. Il s'éclate avec un personnage un peu perdu, il va un peu partout, il fait des rencontres. J'ai l'impression que c'est vraiment un film d'auteur, c'est son After Hours de Scorsese. Enfin, c'est vraiment comme ça que moi je vois qu'il essaye de mettre son univers en place de différentes façons. Et il est aussi donc scénariste du manga, un manga qui va s'étendre très 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 longtemps, qui est assez excellent. Et quand il scénarise le film Jinro chez Production IG, eh bien en fait c'est une adaptation d'une partie de justement ce manga Kerberos Panzer Corps, et tout ce qui est Tashigishi Retsuden, donc il fera plus tard en live motion, enfin une sorte de procédé avec des photos et de l'animation. Et bien en fait ça fait partie aussi d'une branche du manga de Kerberos Panzer Corps. En fait c'est son plus grand univers. Et on peut retrouver du coup dans son premier film, même dans le deuxième, il y a des ruptures de ton, pas autant, mais il faut imaginer un petit peu, c'est comme si vous regardiez le Soldat Ryan et d'un coup Tom Hanks il fait des blagues à la Jim Carrey. c'est vraiment fou comme ça quoi. Et on a cette passion, on voit déjà cette passion qu'il a pour
pour les armes et pour les machines qui recouvrent le corps et qui devient cette extension de l'humain. Et puis ça, on va arriver petit à petit, quand il continue ses films live, on retire l'humour et on arrive, on peut en parler, on fait un petit saut, Pat Labor, premier film. Et donc, la suite, en gros, de la série d'OAV. En fait, dans Pat Labor, tu as vraiment l'Oshiverse, où du coup, en fait, c'est une mini parallèle que la série de comment il s'appelle, Yoshinaga, Naoki Yoshinaga, qui va d'ailleurs réaliser le 7e épisode de la série d'OAV. Que Oshi, après, il va partir sur les films. Et du coup, en fait, les deux sont un peu comme deux timelines. C'est les mêmes personnages, ils ont à peu près les mêmes aventures. Mais quand on arrive sur le film de Oshi, on a du mal à se dire que c'est l'extension de la série télé. Non, c'est vraiment plus dans le délire des OAV qui sont avec des plans spécifiques posés, mais très bien composés, assez complexes que la série ne peut pas se permettre, bien entendu, puisque c'est une série télé, il faut aller plus vite, il faut être plus dans le dynamisme. Donc le film de 88, donc le premier Pat Labor, il faut le voir vraiment comme une suite des OAV qu'on n'a jamais eu malheureusement. Et par contre, il fait ça très bien, c'est que quand on regarde le film pour la première fois, on n'est pas perdu. Pourquoi ? Parce que y a le pilote qui amène les deux Noah et Shinohara, je m'en souviens plus de son prénom, les deux héros en fait. Il fait un peu son speaker, il essaye d'expliquer un peu tout le cadre avec l'arche, qu'est-ce que sont les Pat Labor, etc., les labors. Et c'est assez marrant parce que du coup ça permet, sans que ça soit brut de décoffrage, de contextualiser du coup tout Pat Labor pour ceux qui n'y connaissent rien. Donc comme on disait, c'était une extension de la série et plus des OAV, donc on va retrouver quelque chose de plus sérieux. Hein, mais toujours avec cette équipe un petit peu faux-folle qui va essayer de résoudre une enquête, parce que en effet on est dans un monde futuriste, mais pas futur trop loin non plus quoi. Non. Quand tu regardes les immeubles, tu te dis pas ça c'est le futur. Non, par contre quand tu vas regarder l'extension des flics qui s'occupent du pays, tu vas dire ah c'est un robot géant quand même. C'est un peu. Un jour on s'aperçoit que un de ces robots Pat Labor a pété un câble. Les labors. En fait, les labors à la base, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui nous écoutent, sont créés pour faire les grands travaux d'envergure. De toute manière, tout ce qui est pas informatique mais technologique en général dans le monde réel ou dans les œuvres de Oshii, tout ce qui est technologique est boosté par les militaires. On se dit, mais comment ça se fait qu'il y a un labor qui a pété un câble? Il y a toute une enquête. C'est long, mais sauf que tu regardes quelque chose qui est magnifique, donc tu peux regarder le plan pendant 10 minutes. Oui. Ça ira très bien, quoi. Parce qu'il compose extrêmement bien et qu'il y a un accompagnement sonore fort, qui a une belle image. Ouais. Et qu'il a une ambiance en fait. Et c'est vrai que quelque part on a des fonctionnaires qui peuvent nous ressembler un petit peu et du coup c'est facile de s'identifier. Et c'est un peu comme s'il y avait l'équipe des ailes données à mise qui devait un peu sauver le monde quoi. non, c'est pas bête. Je voyais un petit peu ces gens-là. Ah, je valide. Qui sont là, des fois ils sont fatigués. Il y a une séquence où un labor doit être congelé pour être arrêté. Et ça peut faire penser à des trucs un peu comme il n'y a pas de lien, il n'y a rien du tout. Hein, mais ça peut faire penser à Promare ou Promare, où quand tu vois les robots arrêtés avec de la glace, t'as déjà cette petite idée. Ou sinon encore des films comme Pacific Rim, notamment le Uprising, injustement boudé, je viens à le dire, et où tu vois carrément un robot flic qui va s'occuper des jeunes à l'intro du film. Et du coup c'est super parce que quand on voit ce film-là, on peut aussi voir d'autres choses qu'on a vues et c'est super agréable quelque part. Et l'histoire comparée aux OAV, où en fait, Oshii, avec le format de 30 minutes sur les OAV, il se dit qu'il va faire des anecdotes. Et du coup, il va montrer par exemple un grand monstre dans un épisode. Il va prendre des what if. Et si il se passait ça dans cette brigade, et s'il y avait ci ou ça, comment la brigade va réagir. Donc il élabore pas des scénarios avec Kazunori Ito qui sont très compliqués. Il va plutôt essayer en 30 minutes faire vivre quelque chose d'assez étonnant avec beaucoup d'humour, pince sans rire. Pendant 30 minutes du coup
Il va essayer de faire vivre un truc différent d'un épisode à l'autre. Dans le film, il a 1h30, donc là, il peut raconter une vraie histoire. Et donc, il va créer un scénario qui est assez complexe. Et qui, même quand vous avez vu le film la première fois, et vous avez envie de le revoir parce que vous vous dites « Ah mince, j'ai peut-être pas tout compris ». Ça, c'est propre au cinéma de Hoshi en général, d'ailleurs. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, le scénario se tient très très bien. Il est pas con du tout. Il est pas complexe pour être complexe. Je veux dire, l'histoire est pas compliquée, mais c'est vrai qu'il a tendance à complexifier les choses. Mais c'est parce que il se met à la place des personnages qui sont complètement noyés. Et où est-ce qu'on va dans l'enquête ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a un labor militaire qui est devenu fou alors qu'il n'y a même pas de pilote à l'intérieur ? Il est parti en vrille tout seul. Voilà. Et du coup, ça va être politique, ça va être vraiment très complexe et c'est super intéressant parce que du coup, c'est là qu'on voit que il donne de lui-même réellement jusqu'au bout avec ce film. Et c'est, je pense, plus ce film-là qui le symbolise en tant que cinéaste plutôt que la série d'OAV qui est pourtant très bien. On va passer au film numéro 2 de Pat Labor. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est un chef-d'œuvre absolu de l'animation japonaise. C'est une des plus belles choses qui soit. Il y a vraiment, il y a une espèce de ouais, voilà, il y a tout. Il y a une perfection qui est dans l'image, dans le son. C'est viscéral, ça te fait peur, ça te pose des questions, tu te sens des fois étouffé, alors que des fois tu as des grandes étendues. Mais il a une mise en scène. Voilà, il a sa mise en scène. Mais c'est un film de genre, c'est une adaptation. Ça fait partie d'un média mix. Enfin voilà, c'est auteur, c'est plutôt du coup c'est film live. D'accord. Qu'il fera derrière. Tout à fait. Vous avez tous vu les Lamu ou pas, des films de Mamoru Oshii ? Oui. Hélas non. Les deux premiers, ouais. Alors, le premier film est un pur film de commande. Oui. On sait que c'était le réalisateur principal de Lamu quand il est arrivé au studio Pierrot. Only You. Only You, c'est ça. C'est avec cette chanson que j'adore, la chanson de fin. Qui est vraiment excellent. C'est un très bon film, très bon divertissement. Mais alors, par contre, la patte de Oshii, elle est complètement elle est noyée. Inexistante. Voilà. Tu as Lamu 2, donc Beautiful Dreamers, qui lui est une histoire originale, d'accord, très différente de l'esprit de Lamu, qui est exceptionnel. Et là, je pense qu'on pourrait se dire, tiens, l'auteur rentre dans la machine de la Japanime, tu vois ce que je veux dire, comme Rintaro l'avait fait avec Armageddon et Galaxy Express, et comme Miyazaki en amont l'avait fait avec le Château Cagliostro pour Lupin. Ils ont apporté de leur patte, c'est un truc très différent du manga, un vrai travail d'adaptation. Et je pense que c'est ça une bonne adaptation. Un artiste ne veut pas que tout le monde aime ce qu'il fait. Sinon, ça veut dire qu'il fait pas un truc qui lui est propre, tu vois ? Ouais, c'est ça. Il faut absolument qu'il y ait des gens. En fait, il faut qu'il y ait de la haine pour des œuvres, il faut qu'il y ait de l'amour profond, il faut qu'il y ait un tout. En fait. Et on a ça, ça veut dire qu'on a soulevé des thèmes, des émotions, des choses qui sont extrêmement fortes. Ouais. Donc ça peut toucher quelqu'un à une période de sa vie, et quand il reverra 10 ans plus tard le film, il sera dans une autre période de sa vie, il adorera le film, ou inversement. Ouais, je suis d'accord. T'as totalement raison. Donc c'était rigolo de parler de Lamu Beautiful Dreamer parce qu'on a du coup la thématique du rêve, de quelque chose d'assez méta, on rentre dans quelque chose de militaire. Exactement. C'est et c'est déjà des choses qu'on pouvait aussi voir dans Tenshin no Tabago, il y a des mises en abîme à chaque fois, et c'est rigolo parce qu'on connaît aussi un autre réalisateur absolument incroyable qui aime la science du rêve, Satoshi Kon. Oui. Et j'en parle pas pour rien parce que ces deux génies se sont réunis à un moment donné et ils allaient créer peut-être un des plus grands mangas de l'histoire. J'aimerais conseiller à tout le monde ce manga qui s'appelle Séraphim avec 1 milliard de chiffres et c'était l'annonce peut-être du chef-d'œuvre absolu. Hein. Les œuvres inachevées de Oshii, en fait, il y en a plusieurs. Un pilote, je me rappelle plus, il faudra que je retrouve le nom. Un pilote d'un animé en fait réalisé par Oshii qui n'est pas fait. Il y a aussi une production Ghibli qu'il devait faire avec Takahata et Miyazaki, mais il s'est embrouillé avec Takahata et Miyazaki. Faut dire que Oshii, c'est un mec, un gros caractère. Hein. C'est un vrai artiste qui, comme
comme Miyazaki et Takahata, c'est des artistes qui ont le sang chaud dans leur art. Il faut pas les détourner de ce qu'ils aiment, mais ils sont à l'opposé artistiquement. Tu te dis, mais comment ça se fait que Oshii, Takahata et Miyazaki se sont retrouvés plusieurs fois dans la même pièce pour parler d'un travail? Bon, finalement, ça s'est pas fait et c'est pas du tout étonnant. Et il faut se rappeler aussi d'une chose, la création de l'OAV. L'OVA, comme vous dites, Dallos. Dallos, c'est à la base une série d'animation qu'ils devaient réaliser. Ils ont commencé à faire un gros travail de pré-production, de production, et il s'est avéré qu'en fait la série, elle était annulée. Oui, mais ça a coûté cher déjà tout le travail en amont, et ça serait dommage de le perdre. Donc ce qu'ils ont fait, c'est une série directement de 4 épisodes distribués dans le marché de la vidéo. Truc qui se faisait pas, mais bon, on a du matériel, on sait pas quoi en foutre, et allez, on va le mettre, on peut pas le mettre à la télé, on peut pas le mettre au ciné, on va prendre le troisième média, qui est la vidéo. Et du coup, ça a créé le format OAV comme on connaît maintenant. Original, incroyable, c'est dingue. Dallos. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du film numéro 3 de Pat Labor? Alors déjà, c'est pas Mamoru Oshii qui le réalise, et c'est complètement différent. Et je pense que Philippe pourrait être plus d'accord en disant que le vrai Pat Labor 3, c'est Skyscroller, non? Oui, moi c'est ma théorie. Donc Pat Labor 3, différent parce que c'est un film de monstres, presque de kaiju, avec une enquête. Les labors sont presque inexistants. Les labors, c'est des caméos. Exactement, c'est exactement ça. C'est une enquête avec des personnages qui ont rien à voir avec la brigade, qui sont pas rattachés au corps des labors. Pat Labor 3, c'est une adaptation en fait d'un chapitre du manga de Yuki, donc de Pat Labor. Et c'est aussi dans c'est donc Déchet 13, c'est aussi dans un délire, une sorte d'adaptation d'un épisode justement des premiers OAV d'Oshii, où Oshii confronte la brigade complètement béat devant un monstre qui se présente à eux. Il y a un monstre céleste à la Godzilla, mais pas du tout dans le look de Godzilla. Hein. Plutôt à The Host. Et donc c'est vraiment une adaptation sur le coup. C'est pas une œuvre, c'est pas une histoire originale de Pat Labor. Et par contre, l'angle des enquêteurs, ça c'est complètement nouveau. C'est plutôt sympa. J'aurais préféré qu'ils prennent, tu sais, les enquêteurs de Goto, parce que je les adore. Ils sont super intéressants. Qu'on voit dans les 2 premiers films, dans la série, dans les OAV. Mais c'est vraiment bien. Qu'il ait fait ça. Après, je me dis pourquoi le réalisateur, donc Fumihiko Takayama, qui est un mec que j'aime bien hein, parce que il a fait l'une des meilleures séries d'OAV de Gundam qui s'appelle War in the Pocket. Il a fait Orgus 2 qui est juste trop beau qualitativement. Orgus 2 c'est la folie. Et Gundam War in the Pocket, le jour où ça sort en France, c'est champagne hein, les mecs. Hein. On fait une émission, pof et c'est bon. Ok, et c'est noté. et en fait, je trouve ça dommage, c'est que toute son énergie, qui est plutôt pétillante, il l'a bridée pour s'ancrer en fait dans du post-Oshii. Tu vois, il voulait créer un 3e film dans l'esprit d'Oshii. Et je trouve qu'il s'est complètement effacé pour justement continuer comme s'il voulait continuer l'œuvre d'Oshii, alors que c'est pas du tout ce qu'Oshii aurait fait. Donc je trouve le film très beau, techniquement bien entendu. L'histoire est sympa. Je pense que moi, m'a pas trop emporté. Cette histoire de monstre m'a pas subjugué, je trouve assez même très simple. Et je trouve ça très dommage en fait qu'il n'ait pas fait un truc un petit peu plus fun comme il avait l'habitude, de se rapprocher peut-être plus du premier film ou alors des séries, parce que finalement là il fait quelque chose de très sobre et solennel, que c'est ce que fait Production IG dans cette époque-là. Hein. Ils veulent des films beaucoup plus philosophiques, beaucoup plus lourds en ambiance, plus pour les adultes. Donc ça, je comprends bien, c'est vraiment une politique créative de Production IG. Il a été vendu autrement, c'était Déchet 13. C'était vraiment son 13. Comment il était vendu, c'était ce titre en plus, qui montrait que c'était un titre qui était presque plus important que Pat Labor. Et du coup, moi, je le vois plus comme ça. Et en le voyant comme ça, c'est vrai que je l'apprécie beaucoup plus. Après, il y a eu le court-métrage, si on peut l'appeler comme ça, Mini Pato. Mini Pato, c'est la preuve que Production IG
appartient artistiquement à Oshii. Bandai. Non, à Oshii. Ah, Oshii. Parce que on parle de Pat Labor 3, que ça prend l'aura philosophique de Production IG. Et c'est Oshii qui a amené ça. Et quand on arrive sur Mini Pato, c'est un réalisateur qui est un poulain d'Oshii, qui s'appelle Kenji Kamiyama, qui fera après Ghost in the Shell, Serai no Mori, Standalone Complex, bien sûr. Yes. Tac. Ado. Et d'ailleurs, la seule chose qui font bien vraiment avec Serai no Moribito, et en fait, c'est le poulain d'Oshii, comme il va juste avant faire Jinro, Blood, The Last Vampire, bien sûr. Voilà, donc tout IG, où les grandes œuvres d'IG sont un peu à travers le spectre de Oshii. Et Mini Pato te prouve une chose, c'est que si on arrive à faire de la parodie de Pat Labor, c'est la preuve que Pat Labor a réussi à s'intégrer complètement dans la pop culture japonaise. Et ça, c'est pas rien quand même, parce que là, on reprend les mêmes plans que les films, que les OAV et que la série de Pat Labor. On reprend les mêmes thématiques, mais on en fait juste un foutraque, comme Oshii, il adore faire parfois, casser lui-même, comme Guillaume disait, faire des ruptures de ton constamment. Et ce film, ça peut paraître anecdotique, mais si tu le remets dans son contexte, il est extrêmement passionnant. En fait, est-ce que vous connaissez Animateur Expo ? Ça me dit quelque chose. Le studio Kara a réalisé pas mal de courts-métrages qui étaient disponibles sur un site internet au fur et à mesure, avec de grands réalisateurs. Et des moins grands réalisateurs, mais toujours... on va dire dans les potes de Anno, en fait, c'est Hideaki Anno qui produisait ça. Il y avait d'ailleurs un film sur Gundam, sur Evangelion. Il y a eu pas mal de choses. Dragon Dentiste était un film qui est devenu après un OAV, sorti chez Dybex d'ailleurs, en France. T'as plein de films et ils sont vraiment pour la plupart très très cool, voire il y en a qui sont des purs chefs-d'œuvre. Dedans, il y avait le réalisateur de Patema qui a fait plusieurs films. Et justement, ils ont fait l'un des derniers qui s'appelle Pat Labor Reboot, qui a un nom débile, pour dire qu'ils allaient faire avec une nouvelle technologie une petite histoire, un petit court-métrage de Pat Labor. C'était 8 minutes, voilà. Ce truc-là, c'était vraiment très court. Ouais. Et à l'intérieur de ce petit court-métrage, tu avais justement une petite horreur, c'était des labors en 3D. Déjà, on n'a pas parlé de la deuxième série d'OAV qui fait directement suite à la première série, enfin à la série télé. Oui. Parce que c'est des putains de super épisodes, ils sont très très beaux. Et il y a le Griffon qui revient en Aqua Unit, qui est super beau. Enfin, voilà. Non, mais par contre, petite anecdote, il y a eu un hentai qui parodiait Pat Labor. Alors, tu me mettras ça de côté, tu m'envoies le petit lien. Et j'en ferai une petite chronique. Non mais j'ai rien à dire, c'est Tokyo Private Police, j'ai pas vu, je m'en fous, j'ai vu des visuels et c'est vraiment la parodie et on s'en fout. Voilà. Ok, merci pour l'anecdote. On va revenir sur l'adaptation live qu'il y a eu au Japon de Pat Labor. Il y a eu 12 épisodes de 48 minutes en 2013 qui s'appelle donc Pat Labor Next Generation plutôt. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Pour la série live de Pat Labor, j'ai pas eu la chance de la voir. Je suis super pour la regarder. Par contre, j'ai vu le film de 2015. Ah ouais. Aussi, je voulais le voir. Moi, j'ai pas vu. Putain, c'est Oshii qui fait la série et le film. Hein. Exactement. C'est réalisé par Mamoru Oshii. Alors moi. J'ai adoré. Adoré. Non. Ah, trop bien. C'est super. Je suis dégoûté. C'est vraiment intéressant parce que les plans sont magnifiques. Il y a même des petits moments atmosphériques. Ça part sur la même trame que Pat Labor 2, avec un pont qui va être détruit. Et il va avoir toute une enquête pour savoir qui c'est qui a détruit le pont. Alors là où ça va être rigolo, c'est que ça prend l'intrigue de Pat Labor 2, mais on met en scène les personnages qu'on connaît bien de Pat Labor, la série. Il y a des personnages en plus, dont une russe, mais là où ça tranche complètement avec tous les autres Pat Labor, c'est que toutes les 20 minutes, il y a une scène d'action. Il y a des personnages qui marcheraient que en manga, mais qui sont dans son film. Par exemple, la grande méchante est accro au basket, donc à chaque fois qu'il y aura un plan, il y aura son ballon de basket dans ses mains, hein, quoi qu'il arrive. C'est bon ça. Merci de nous avoir suivis pour ce spécial Pat Labor. Il y a quelqu'un qui nous regarde de haut là. Hein.
Ouais. Oui. Il va nous écraser de ses pieds. Donc, je vais remercier à nouveau Guillaume Lopez et je vais refaire encore la pub. Okuto no Run, sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur justement l'animé, Okuto no Ken. Et dans l'épisode 3, il y a quelqu'un qui participe et qui est présent. Exactement, Philippe Bunel. Donc oui, évidemment, regardez cette chaîne bonnes analyses. Et Fabien aussi d'ailleurs qui est dans. Il y a Fabien qui est intervenu aussi. Ouais. Fabien le sang. Il y a Guillaume. Qui c'est ça? Il est dans tous les épisodes. Bruno de la Cruz qui était dans le deuxième. Et Bruno de la Cruz, oui, tout à fait. En fait, toutes les personnes qui étaient présentes ce soir ont participé au Okuto no Run. En gros, c'est congénital tout ça. Ouais. C'est presque de la scène. Et je vais remercier aussi Philippe d'avoir participé à ce spécial Patlabor. Merci d'avoir accepté. On peut retrouver ta plume dans Animascope. D'ailleurs, le prochain, il arrive. Ouais, voilà, il était en bouclage, donc il va arriver là dans le mois. Ok, d'accord. Et ben merci. Donc Animascope, prochainement le numéro. Et je remercie les chroniqueurs Yota, Daisuke et Dave Pakun. C'est d'enfoiré. Allez, à chaque fois, vous avez vu, c'est chaque fois ma trogne. Je prends le ciel à témoin. En tout cas, alors, dans les commentaires, on me dit c'était top, nous dit Michael D sur Twitch, pareil pour Sylvain. Génial, et j'ai envie d'annoncer le prochain dossier du mois Saint Seiya. J'aimerais bien inviter celui qui fait la chaîne Nebulaire. Charnalk. Charnalk. Excellent. Il fait la chaîne YouTube et j'aimerais bien l'inviter si je retiens Saint Seiya pour le mois d'avril. Pour ceux qui aiment les robots, prenez ça, achetez ça, c'est la meilleure chose qui soit. Robot Carnival. Robot Carnival, petit bijou. Il faut, si vous aimez le robot, c'est un condensé de tout ce qu'on peut trouver dans la Japanimation sur la thématique du robot. Ok. Je l'aime. Merci pour cette ciao et puis bonne nuit. Et faites de beaux rêves avec les labors. Tout le monde. Ciao. Allez, bye bye. C'est là, y a pas de musique, j'ai pas générique de fin. J'étais pas d'abord, j'étais. Ça peut s'arranger.